L'étalonnage? Qu'est-ce que c'est que ça, l'étalonnage? Non, ça n'a rien à voir avec la reproduction des chevaux. Je vais vous dire ce que c'est. Bidouilleur, Salut. on me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire des mesures en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. Vous m'avez peut-être déjà entendu prononcer ce terme, étalonnage. L'anglicisme souvent utilisé est la calibration. Dans le contexte de l'électronique, il s'agit d'une activité de vérification et d'ajustement exécutée sur des instruments de mesure. C'est en fait la vérification des réglages, de la performance d'un appareil de mesure par comparaison avec un étalon, un standard de plus haute qualité. Deux appareils différents, de conception différente, mais aussi deux appareils de la même gamme, même marque, même modèle, ne réagissent pas exactement de la même manière en fonction du temps et de la température. Il faut donc une procédure d'ajustement permettant de garantir les mêmes résultats de mesure que lorsque l'instrument est sorti de l'usine. L'étalonnage doit habituellement être exécuté de façon périodique car les instruments ont des caractéristiques qui dérivent dans le temps. Que voulez-vous? Des périodes d'étalonnage d'entre 6 mois et 2 ans sont courantes pour des instruments de mesure en électronique. Quels sont les phénomènes physiques électroniques qui sont habituellement étalonnés? Bien, les plus faciles, là, la fréquence et l'intervalle de temps. Évidemment, la fréquence étant l'inverse mathématique de la période, qui, elle, est un intervalle de temps. Ce sont les phénomènes dont une grande exactitude est la plus facilement atteignable, et ce, même à la maison. L'existence de références 10 MHz pilotées par GPS, comme celle-ci que j'ai ici juste derrière moi, rend la tâche plus facile que jamais. Il n'est pas difficile d'obtenir une référence de temps dont l'exactitude est bien meilleure que 1 nanoseconde sur une période d'1 seconde. Le courant électrique maintenant et de façon dérivée la tension, la puissance et la résistance, qui sont des phénomènes physiques les plus souvent étalonnés sur des instruments de mesure. C'est attendu, ce sont des phénomènes physiques qu'on mesure très souvent, même par des gens qui s'y connaissent que très peu en électronique et en électricité. L'impédance est un autre phénomène électrique qui nécessite un étalonnage. Ceci dit, on fait habituellement une forme d'étalonnage d'impédance avant chaque mesure sur notre analyseur de réseau vectoriel. On applique sur le montage des kits de terminaison, court-circuit et circuit ouvert. Et ce kit de terminaison et court-circuit, circuit ouvert a été étalonné en bonne et due forme par une entreprise. En radiofréquence aussi, les puissances mètres, les voltmètres, les analyseurs de spectre nécessitent eux aussi un étalonnage. Une session d'étalonnage vérifiera la performance pour tous les modes de mesure, toutes les gammes, tous les paramètres mesurables. Tous les résultats seront notés et fournis au propriétaire sur demande. De nos jours, il y a bien peu de potentiomètres à ajuster manuellement pour accomplir un étalonnage d'instrument. L'instrument étalonné et les références utilisées sont contrôlés par un ordinateur et l'opérateur contrôle la séquence d'étalonnage, tout simplement. L'aspect sécuritaire des instruments est aussi vérifié. Ça fait partie des étapes de calibration. On soumettra par exemple un instrument de mesure à des tensions atteignant ses limites opérationnelles. On vérifiera que l'instrument maintient son isolation électrique d'origine, donc il n'y a pas de courant qui ne devrait pas se produire. Et ça, de façon spécifiée dans le manuel. L'étalonnage est un acte officiel exécuté par un professionnel, habituellement un employé d'une entreprise privée se spécialisant dans ce travail. Il utilisera des équipements de référence dont la traçabilité, donc le pédigree, est établi. Lorsqu'on parle de traçabilité, cela implique que l'on puisse remonter la chaîne d'équipements de référence ayant été utilisée jusqu'à l'étalon ultime de précision, d'exactitude. Puis, l'étalon ultime, ça peut être une horloge à fontaine de césium,
dans le cas du temps et de la fréquence, ou une référence de Josephson pour la tension. Ce genre de référence primaire, très exotique, ne se trouve que dans des instituts de physique des pays les plus riches. Quelques exemples de ces instituts sont le NIST aux États-Unis, donc financé par le gouvernement américain, et le Conseil national de recherche du Canada. En Europe, on a le NPL au Royaume-Uni, on a l'INM-CENAM en France. Il est de coutume que l'instrument de référence utilisé pour faire de l'étalonnage ait une exactitude et ou une stabilité d'au moins un ordre de grandeur meilleur que l'instrument en test, donc d'au moins 10 fois mieux. Lorsqu'un instrument passe l'étalonnage avec succès, un certificat d'étalonnage est émis et une vignette est apposée sur l'instrument. Il y a aussi souvent des sceaux, des petits ronds autocollants, d'appliquer sur les vis de couvercle de l'instrument. Question de démontrer que l'instrument n'a pas été altéré de quelque façon que ce soit. Il est possible qu'un étalonnage ait partiellement échoué. On détaillera habituellement les tests qui ont échoué. Question que l'instrument soit réparé ultérieurement. Pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, un étalonnage, ça coûte cher. On parle de plusieurs centaines de dollars par instrument. Même un étalonnage de multimètre, ce n'est pas bon marché. On parle d'un minimum de 100 $ pour les plus simples des multimètres. Vous me direz alors, pour une entreprise utilisant des instruments de mesure, à quoi ça sert d'investir tant d'argent et de temps juste pour se faire dire que tout va bien avec tel ou tel instrument? Eh bien, ce n'est pas une question de choix. Les entreprises aiment bien se draper de certificats de qualité comme ISO et des homologations comme CE, CSA, UL. Eh bien, pour pouvoir affirmer, rencontrer ces normes et ces homologations de qualité, une entreprise doit pouvoir démontrer le contrôle de qualité jusque dans ses laboratoires de développement ou même sur chaque point de contrôle de sa ligne d'assemblage. Sinon, pourquoi devrions-nous, comme consommateurs, croire les spécifications écrites dans les manuels d'instruction? On n'aurait aucune raison de les croire. C'est la crédibilité et la réputation de l'entreprise qui sont en jeu, et ça n'a pas de prix pour une entreprise. En terminant, rappelez-vous qu'à la maison, comme bidouilleur, on fait de l'ajustage, pas de l'étalonnage. On n'a simplement pas les références dont la traçabilité est connue. On peut évidemment bien se débrouiller avec des résistances de précision qu'on peut acheter et des références de tension simples avec une simple puce, un circuit intégré. Ça suffira pour notre bidouillage. On peut bien s'équiper d'une référence de fréquence atomique, comme celle-ci, mais qui nous garantit ou quoi nous garantit qu'elle fonctionne bien? C'est pour ça qu'à la maison, on est des bidouilleurs et pas des professionnels. À la prochaine!